Et bienvenue à tous dans Une semaine dans le monde. Retour sur les trois grandes actualités qui ont marqué cette semaine avec à mes côtés ce soir Patricia Alémonière, grand reporter. Bonsoir Patricia. Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonsoir à vous également Ziad. Thomas Houfnoung, chef du service Monde au journal La Croix dont on voit d'ailleurs la une du jour. Et Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Au sommaire, donc, la présidentielle en Iran. Près d'un mois après la mort d'Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère, 4 candidats en lice, tous validés par le régime. Le véritable enjeu, c'est donc la participation, notamment de la jeunesse, qui apparaît largement désabusée. Également au menu, la campagne pour la présidentielle américaine de novembre prochain et le premier débat hier soir sur CNN entre Donald Trump et Joe Biden, apparu bien faible, c'est le moins qu'on puisse dire, face à un Donald Trump à l'offensive, ce qui suscite beaucoup d'interrogations. À présent, côté démocrate, avant ce débat, tous les sondages donnaient les deux hommes au coude à coude. Et puis au Kenya, la contestation contre le projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes a plongé le pays dans une violence meurtrière. Au moins 23 personnes sont mortes mardi dans la répression de ces manifestations, selon des organisations de défense des droits de l'homme. Depuis, le président kényan a retiré ce projet de budget, mais la contestation, elle, se poursuit. Et donc le premier thème d'une semaine dans le monde ce soir, l'élection présidentielle en Iran. Le vote est toujours en cours. Un vote quelques semaines, je vous le disais, après la mort d'Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère après 3 ans au pouvoir. 4 candidats sont en lice, tous adoubés par le régime, la plupart conservateurs, mais l'un est réformateur. Massoud Pezeshkian, un député de la ville de Tabriz. La participation s'annonce plus forte pour ce scrutin que pour le scrutin précédent. En tout cas, je vous le disais, la désillusion de la jeunesse est forte. Cette jeunesse qui constitue 85% de la population. On va écouter tout de suite justement des réactions de jeunes rencontrés à Téhéran par nos envoyés spéciaux Karim Yayaoui, Abdallah Malkaoui et Andrew Iliar. Lors de la mort de Mahsa Amini, je suis descendue dans la rue parce que je sentais que le sort de mes enfants était primordial. Aujourd'hui, je suis venue élire le président de la République qui, je l'espère, se souciera de la jeunesse et l'aidera à surmonter les problèmes du travail, de l'inflation et de la vie. J'espère que cette fois, le président tiendra ses promesses. Je ne pense pas que la question d'aller voter ou pas se pose. Cela va de soi, c'est mon devoir, et j'attends du prochain président qu'il adhère aux politiques intérieures et régionales adoptées par le défunt président Raïssi. En 2021, Ziad, près d'un Iranien sur 2 n'avait pas pris part au vote. Cette fois, on l'a vu, Ali Khamenei a appelé directement la population à aller voter. La participation, le régime en a besoin ? Bah oui, si vous avez des bons taux de participation, ça veut dire que les gens adhèrent d'une certaine manière au processus. C'est tout le message de l'opposition hors élection, c'est de dire le processus est vicié dans sa forme, ne fait que maintenir et reproduire un système théocratique non démocratique. Et donc, on voit bien qu'à partir d'un certain pourcentage, s'il y a une élection, si les gens vont voter, c'est une manière de dire non, le système a une logique que vous devez comprendre et que vous devez respecter. Donc je pense que c'était une grande partie de l'enjeu. Après, là où ça peut quand même se jouer, c'est que si les Iraniens qui votent, et si le vote a lieu dans des conditions acceptables, envoient un président réformateur, c'est quand même un message. C'est quand même un message adressé au système de dire on a besoin que les choses changent, on a besoin que... Vous avez parlé de la jeunesse, le travail, le statut des femmes, la modernisation. Et je pense aussi, une chose dont on parle peu et pas beaucoup, l'ouverture au monde. C'est un pays qui est aussi très, très isolé dans son lien avec le monde extérieur. C'est pas facile d'aller en Iran, c'est très difficile pour les Iraniens de voyager. Je parle pas de vacances, je parle d'études, de voir leur famille, de voir les communautés iraniennes dans le monde entier. Donc c'est tout ce modèle-là que cette jeunesse qui est pas monochrome. Je veux dire, à chaque fois qu'on discute de l'Iran, on s'aperçoit que les choses sont nettement plus complexes quand on rentre dans le détail. Je ne sais pas si le jeune homme qui était visiblement très
dogmatique à parler librement ou s'il était sous la dictée, mais il y a une partie aussi de la société iranienne qui est restée favorable à ce régime, et puis qu'on alimente aussi avec le discours anti-Israël ou le discours pro-nucléaire, etc. Donc c'est pas non plus le raz-marée révolutionnaire libéral qui va emporter le régime. D'ailleurs, si ça avait été le cas, les différentes tentatives d'emporter le régime auraient fini par l'ébranler au moins ou réussir. Ziad évoquait à l'instant cet élan pour le candidat réformateur, qui est d'ailleurs le seul candidat réformateur sur les 4 en lice, les autres étant plutôt conservateurs, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette présence, le fait qu'il ait été quand même adoubé, ce candidat réformateur, par le régime pour concourir dans le cadre de ce scrutin, c'est un message envoyé par les autorités à la population 2 ans et demi après le mouvement de contestation. Je ne crois pas. Je crois que de toute façon, il y a plusieurs remarques qui s'imposent sur les élections. C'est d'abord tous ces hommes qui sont acceptés, parce qu'il faut que les candidats soient acceptés par le Conseil des gardiens. Et dans ce Conseil des gardiens siègent que des hommes qui sont soutenant ou nommé par le guide suprême. Donc déjà, il faut être accepté pratiquement par le guide suprême pour concourir à ces élections. Quant au taux de participation dont vous faites état qui pourrait être élevé, le régime est très méfiant vis-à-vis d'un taux de participation élevé. Souvenez-vous, Ahmadinejad, la deuxième réélection. Sa réélection, 78% de taux de participation. On n'avait jamais vu ça. C'était de la folie. Bon, contre Raisi, le dernier qui est mort en hélicoptère, qui était à moins de 50. Donc là, ce qu'il veut, c'est quand même un taux de participation qui soit un peu au-dessus de 50, parce qu'en général, c'est ce que font les candidats conservateurs ou radicaux. Et ils veulent donc un taux un peu plus, effectivement, comme le disait Ziad, pour montrer que quand même, il a le soutien de la population. Et puis enfin, il y a toute une partie de la population. Parce qu'en théorie, les réformistes appellent à boycotter. Ceux qui sont plutôt très ouverts appellent au boycott. Mais il y a quand même une partie comme cette femme qu'on voit très bien, qui a sûrement participé aux manifestations, qui veut un monde meilleur et qui se dit quand même ce candidat, celui qu'on appelle le réformateur, que moi je dis... Dont la porte-parole est d'ailleurs une femme, voilà. Qui a pris ses distances avec la répression. Oui, mais ils avaient accepté les femmes. Enfin, il y avait une femme qui s'était proposée pour être candidate, elle n'a pas été acceptée par le régime. Mais donc ce candidat qui, effectivement, lui, dit qu'il faut faire des réformes, qu'il faut négocier avec l'Occident, qu'il faut être plus... ne pas avoir cette police des mœurs aussi dure vis-à-vis des femmes. Et effectivement, il y a une certaine partie de la population, je dirais, qui est plutôt ouverte sur le monde extérieur, qui aspire à pas de guerre, à pas de révolte, à pas de violence, mais qui aspire à des réformes, qui est prête effectivement à se prononcer pour lui. Donc ça sera intéressant, mais les autorités et le guide suprême ne veulent pas non plus d'un taux trop fort pour le réformateur. Et s'il devait y avoir un taux trop fort en sa faveur, eh bien là on aurait ce qu'on a toujours eu lors des élections, une manipulation électorale, avec un bourrage des urnes dans l'autre sens. Les réformateurs qu'ils ont largement écartés ces dernières années, quelle que soit l'issue, Thomas, en tout cas, on le sait, c'est le guide suprême qui est aux manettes d'à peu près tout, donc la ligne restera la même. Oui, c'est lui qui définit la politique du pays, donc la marge de manœuvre du président, on le sait, elle est limitée. Mais c'est quand même intéressant, et je trouve qu'il y a un facteur d'incertitude dans cette élection avec ce réformateur qui a été donc agréé par les autorités. On va voir, est-ce que pour être élu, donc il faut dépasser la barre des 50%, il n'est pas exclu, on va le voir, on le saura dans les heures qui viennent, qu'il y a un second tour qui est prévu, je crois, le 5 juillet. S'il y a un second tour, ça sera... S'il y a un second tour. S'il y a un second tour, on le saura. Si aucun des candidats ne franchit la barre des 50%, bon, moi je trouve que c'est intéressant de voir ce que va donner cette élection. Effectivement, le taux de participation est essentiel, de montrer que le régime n'est pas coupé de sa base, de la population. Je pense effectivement les témoignages qu'on a vus, que les jeunes parlent sous contrôle, c'est évident. Moi je pense quand même que le feu couve sous la glace. On a vu de toute façon avec le mouvement autour de la mort de Mahsa Amini. Clairement, pour l'instant, les choses sont sous contrôle, mais comme le disait Patricia, je pense qu'il peut y avoir une nouvelle étincelle, ça va être intéressant. Imaginons que ce réformateur arrive en tête. S'il y a ce bourrage des urnes dont vous parliez, est-ce que la population va l'accepter ou est-ce qu'elle va descendre dans la rue? Il y avait eu des mouvements très violents, je crois, c'était en 2009,
avec une répression féroce. Donc moi je trouve que les choses sont encore incertaines. Voyons ce qui va sortir des urnes dans les heures qui viennent. Quelqu'un parmi eux pourrait succéder ensuite au guide suprême. On sait qu'il est âgé de 85 ans. Ça aussi, c'est l'enjeu de ces prochaines années. Raïssi était celui qui, en théorie, devait lui succéder. Raïssi a beaucoup déçu parce que c'était un dur. Qui avait promis de lutter contre la corruption lorsqu'il avait fait campagne en 2021. Et en fait, la corruption a continué sous les 2 années de son règne, en quelque sorte, de Premier ministre, parce qu'en fait, c'est des présidents, mais c'est un peu plus des premiers ministres, ces présidents iraniens. Et donc, il n'a pas du tout... le guide suprême avait mis des espoirs sur lui. Il était un peu déçu des résultats de Raïssi. Donc maintenant... C'est un régime qui est très opaque autour du guide suprême parce qu'il y a aussi à côté d'eux les gardiens de la révolution. Et là, c'est une vraie force et on ne sait pas aujourd'hui laquelle des forces, est-ce que c'est la force autour du guide suprême, les hommes qui l'entourent, ou c'est les dirigeants autour des gardiens de la révolution qui font vraiment, effectivement, le jeu. Mais aujourd'hui, l'histoire, c'est est-ce qu'ils vont vouloir se rapprocher de l'Occident? C'est un des thèmes de campagne. En finir, négocier les sanctions ou pas, parce que là, c'est l'alignement sur la Chine et la Russie qui est mis en question. Donc, il y a vraiment, effectivement, dans cette élection, c'est la question la plus importante, je crois, c'est la question, va-t-on ou non renégocier et continuer les négociations qui sont en cours avec les Américains sur une levée des sanctions. Mais je ne pense pas que les Américains lâcheraient leur proie maintenant, aussi facilement. Je pense mais ils négocient, les Américains. Oui, mais ils négocient pour aller à leur victoire. Et je pense pas qu'il y ait un deal qui soit jouable à 6 mois des élections. Je ne pense pas aux États-Unis, dans les périmètres qu'on verrait ou comment ça va se passer. Deuxièmement, je pense que c'est aussi un régime qui est plus solide qu'on ne le pense parce qu'ils regardent tous le précipice. Les gardiens de la Révolution et la partie théocratique sont liés par la peur du vide. C'est-à-dire que le changement sociétal est tel, le rajeunissement de la population est tel. Les gens qui vont se faire tirer dessus, c'est quand même très très puissant. Je veux dire, c'est pas des gens qui sont vaguement contre. C'est des gens qui sont prêts à aller dans la rue et qui descendent tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. On leur tire dessus. Les femmes enlèvent leur voile, on les matraque, on les tabasse, on les met en prison. Et ça ne change pas. Donc les gens qui tiennent le pouvoir, ils voient bien que cette société leur échappe largement et ils voient bien que les ennemis de l'Iran, que ce soit les États-Unis, que ce soit Israël, que ce soit une partie des Européens, etc. Bon, les Européens, c'est compliqué parce que si on pouvait remettre les Peugeot en Iran, ça serait pas mal. Si on pouvait remettre les BMW, les Renault, tout ça, bon, nous, on est plus flexible. Mais ils ont quand même des ennemis extérieurs très puissants. Donc ils sont comme ça, serrés les uns aux autres en se disant faut tenir, sachant qu'à la mort du guide, alors là, l'opacité, les dynamiques internes entre... Bon, après, il y a aussi l'histoire des hiérarchies qu'on connaît pas toujours très bien, les hiérarchies. Donc c'est là que le jeu peut vraiment changer. Juste, je voudrais ajouter un mot, c'est quand le président Raïssi est mort, il y a eu des manifestations, je ne sais pas si on peut dire de liesse. Oui, presque, oui. Ça a été étouffé très vite, y compris à Téhéran, mais aussi en province. Et ça a été étouffé très vite par le régime, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, cette rupture qu'il peut y avoir entre une grande partie de la population, à mon avis, et le régime. Mais encore une fois, c'est vrai que ce régime, effectivement, il tient quand même les rênes à coup de répression très féroce. Et voilà. Est-ce qu'il va encore s'en sortir cette fois-ci? Et puis des ressources gazières et pétrolières qui sont quand même extrêmement importantes, qui permettent de financer le système, malgré une économie complètement à la rue, atone, sous sanction, des gens qui n'ont pas de boulot. Enfin, c'est quand même un grand pays qui pourrait être nettement plus riche, au carrefour entre l'Asie, l'Europe, mais avec, encore une fois, des diasporas extrêmement puissantes et installées. J'avais été frappé aux États-Unis, en Californie, de voir... que c'était pratiquement... il y avait une population iranienne extrêmement influente qui est là depuis 30 ou 40 ans, qui a fait des enfants. Donc voilà, mais c'est bloqué parce que je pense que
l'effondrement, à un moment, dans la mentalité d'un certain nombre de ces régimes, l'effondrement de la Russie soviétique, enfin de l'Union soviétique, a montré que ce n'était pas le chemin à suivre, qu'il ne fallait pas rentrer dans la discussion, il ne fallait pas rentrer dans la négociation, il ne faut surtout pas discuter avec ses opposants. Aujourd'hui, les sanctions font très très mal et la population a faim. Et la faim, elle a vu aussi, le régime a vu que la faim pouvait conduire très loin dans des manifestations encore plus violentes que celles des femmes récemment. Donc le régime joue quand même à la marge avec cette histoire de sanctions et ça prouve que dans les 4 candidats, il y en a même 3 sur 4, ceux qui peuvent avoir une chance, qui veulent lever des sanctions pour un peu ouvrir cette économie à bout de souffle iranienne. Est-ce qu'ils renoncent au nucléaire ? Ah non, mais ça, le nucléaire, tout le monde est uni autour du nucléaire. Oui, mais donc sanctions, nucléaire, c'est un peu dans la même... C'est plus compliqué. Alors, les dessins sur ce premier thème. Pas beaucoup d'espoir pour les dessinateurs avec l'Iran. On a ce premier dessin du dessinateur iranien Manan Yestani qui est réfugié depuis des années à Paris. On va le voir tout de suite à l'écran, j'espère. Voilà. Ces élections, sous son regard à lui, c'est un simple changement de marionnette, un peu toutes les mêmes, avec le même aspect, puisque donc, on l'a dit, les candidats sont sélectionnés par ce fameux Conseil des gardiens de la Constitution. Donc, en somme, des élections de façade. Un autre dessin du dessinateur français qui ne dit pas autre chose avec ce dialogue entre Iraniennes dans la rue. Une façon aussi de leur rendre hommage à ces héroïnes du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Iran, 6 candidats, 60 millions d'électeurs pour élire un président. Il n'y en a plus que 4, effectivement. Et à la fin, c'est le guide suprême qui gagne en reprenant le slogan de certaines manifestations. Peut-être la seule bonne nouvelle... entre guillemets, c'est Dilemme dessinateur algérien qui nous la montre, puisque la Cour suprême a récemment annulé la condamnation à mort du rappeur Toumaj Salehi, suite, il faut le dire, à une mobilisation internationale extrêmement forte. Sans doute aussi par opportunisme électoral, par les temps qui courent, ne soyons pas naïfs. Et voilà, le Dilemme le célèbre très bien ici. Ses cheveux sont couverts, donc du coup... on va éviter de le condamner à mort. Petit clin d'œil habile. Et donc, j'en profite, permettez-moi, je profite de l'occasion pour parler d'un cas précis parmi tant d'autres, d'une dessinatrice et activiste Athéna Farghadani, qui est condamnée à 6 ans de prison pour son engagement artistique contre le régime. Elle s'engage pour la défense des droits des femmes, des droits des enfants. Elle a fait plusieurs séjours en prison. Je ne m'étends pas sur les sévices qu'elle subit comme tant d'autres détenus en prison. Chacun peut l'imaginer. Mais voilà, c'était pour vous dire que Cartooning for Peace et plein d'autres ONG, on est très, très mobilisés sur son cas, encore une fois, parmi tant d'autres. Et je vous invite à retrouver une ribambelle de dessins de soutien de nos dessinateurs sur notre site autour d'Athéna. On s'y rendra. Merci beaucoup, Laure. Autre thème d'une semaine dans le monde ce soir, la campagne pour la présidentielle américaine de novembre prochain et ce premier face-à-face la nuit dernière sur CNN entre Joe Biden et Donald Trump, une première depuis 4 ans. L'un devait rassurer sur ses facultés cognitives, l'autre montrer un visage plus rassurant, moins clivant. Joe Biden est apparu très faible et confus, même face à un Donald Trump à l'offensive qui n'a pas hésité une nouvelle fois à distiller des mensonges, alors que la plupart des sondages donnaient avant ce débat les deux au coude à coude. Le camp démocrate semble à présent douter. On va écouter tour à tour Joe Biden et Donald Trump. Nous avons tout fait pour que chaque personne isolée ait la possibilité d'avoir recours à, comme on l'a fait avec le Covid, comme on a tout fait avec Regardez, si nous avons enfin vaincu Medicare. J'ai passé 2 tests cognitifs. Je les ai réussis tous les 2, comme vous le savez, et on l'a rendu public. Lui, il n'en a fait aucun. J'aimerais le voir en faire juste un très simple. Bon, je crois qu'on peut le dire, Ziad, Donald Trump, en tout cas sur la forme, puisque le fond, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Sur la forme, il sort vainqueur de ce premier débat. Et pour Joe Biden, c'est quoi? C'est un naufrage? Vainqueur, c'est un peu tragique et pathétique. Hein. C'est-à-dire qu'il est menteur. Cette attitude au golf.
Oui, à défaut d'autre chose. Il est vainqueur parce qu'il ment, il est vainqueur parce qu'il utilise toujours les mêmes arguments identitaires, il est vainqueur parce qu'il fait des blagues très cheloues sur son opposant, il est vainqueur. Bon, tout ça plaît à son électorat. C'est tragique et je rappelle qu'il est condamné et qu'il est virtuellement en faillite aussi. Donc, s'il paye tout ce qu'il doit payer en termes de condamnation. Donc, on a le personnage numéro 1 qui est, comme disent les Américains, un con man, c'est-à-dire un condamné. Et puis, à côté de lui, il y a ce qu'on redoutait depuis des mois, qui était l'état. Alors, moi, je ne rentre pas dans le cognitif, mais disons l'état de santé et l'état de dynamisme et d'énergie du président Biden, qui là apparaît dans toute sa vérité. C'est-à-dire que, quel que soit X, il est fatigué, il est usé, et surtout, il donne du grain à moudre sur l'idée qu'il ne peut pas gouverner pendant 4 ans cette Amérique, et qu'ou alors il faut dire clairement aux gens, j'y vais pour quelques mois, avec mon ou ma vice-présidente, de toute façon, je vais laisser le pouvoir un moment. Et ce que disent aussi certains démocrates aujourd'hui pour boucher les trous du navire qui coule en disant oui, mais en fait, il y a une équipe soudée, on sera tous autour de lui. Mais c'est pathétique. On est en train de dire le vieillard, papy, on va s'en occuper. Mais bon, c'est la Maison-Blanche, c'est les États-Unis, on parlait de l'Iran, c'est Israël, c'est la Palestine, c'est les relations avec l'Europe, c'est l'OTAN, enfin, c'est l'immigration, c'est le Mexique. C'est impossible. Quel que soit le sentiment qu'on a pour ce monsieur et quel que soit le sentiment qu'on a pour les démocrates, c'est impossible de se dire il n'y a pas de problème, tout va bien, Madame la Marquise, allons aux élections. Et ça, je pense que c'est le point cardinal de ce qui s'est passé hier soir. Il y a un problème Biden. Le problème Trump, on le connaît, c'est clair et net. Le problème Biden, on le voit aujourd'hui. Donc on peut tous serrer les dents, parce que si rien ne se passe, on va vers une élection catastrophique, d'une manière ou d'une autre. Quand bien même le camp démocrate souhaiterait lui substituer quelqu'un d'autre, il faut que ce soit Joe Biden qui se désiste au préalable. Il faut le putcher, oui. Il faut que ce soit effectivement Joe Biden. Actuellement, sur les réseaux, on reçoit des tas de messages en disant qu'on pourrait invoquer son cabinet, ceux qui l'entourent pourraient invoquer le 25e amendement en disant qu'il est sénile. Enfin, on voit décemment pas les gens qui l'entourent et qui ont travaillé autour de lui invoquer le 25e amendement pour dire qu'il est sénile et plus capable. Donc, effectivement, ça doit être Joe Biden, parce qu'on ne voit pas son entourage faire un putsch autour de lui. On voit bien d'ailleurs... Donc là, ils invoquent un rhume. Alors là, pour justifier son état. Mais en tout cas, ils apparaissent soudés autour de lui. Peut-être vrai. Peut-être a-t-il un rhume, ma foi, et que quand vous êtes bien enrhumé, pris par le cerveau, un rhume de cerveau, vous n'êtes pas en état. Mais c'est pas ça qui compte. Qu'il ait un rhume ou qu'il n'ait pas un rhume, c'est l'image qu'en ont senti les gens, les téléspectateurs. Et donc, son électorat, cet électorat du milieu, celui qui ne prend pas position, qui ne sait pas encore où aller voter, c'est à celui-ci que ces deux hommes parlaient. Trump est apparu en pleine forme, avec ses 78 ans, presque un jeune homme, même s'il avait quelques moments un peu particuliers. Et l'autre président, mais parfois totalement absent, quoi. Et donc, pour cet électorat qui est fragile, qui n'a pas d'opinion définitive, un président comme ça, ça pose un vrai problème. Et j'en finirai aussi par une dernière question. Tout ça m'interroge beaucoup parce que ça montre à quel point nos hommes politiques, et donc en l'occurrence là, Joe Biden, ne se rend pas compte de ce qu'il fait à l'Amérique. D'ailleurs, il est apparu satisfait. Oui, et alors en plus, en sortant avec son épouse, il a dit on s'en est bien sortis les gars, grosso modo. Donc, ça montre à quel point personne n'ose lui dire la vérité. Il est enfermé dans son monde et il pense qu'il est le seul à pouvoir détrôner Trump. Mais ça vous dit aussi dans quel état d'esprit il est, ce président. Il se croit tout puissant, tout super intelligent. Enfin, ça pose aussi un problème sur les hommes politiques et leur narcissisme en quelque sorte. Donc là, l'Amérique renvoie une image au monde entier entre un président, comme tu l'as dit, criminel, potentiel, un peu fou et menteur, et un autre qui est un peu... Enfin, pas sénile, mais pas loin d'être sénile. Et donc, vous imaginez la première puissance au monde, l'image qu'elle renvoie aux BRICS, aux pays du Sud, au Brésil. Alors, je ne parle pas de Vladimir Poutine et de Xi en Chine qui ont dû se régaler à voir le débat. Qui pour le remplacer, le cas échéant ? C'est bien ça tout le problème, en fait. C'est que depuis des mois se pose cette question, l'âge du capitaine. On le sait tous, enfin, les Américains au premier chef, et les démocrates encore plus.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ce parti démocrate n'ait pas réussi à trouver un autre candidat. Enfin, il y a eu des primaires, des caucus. On parle de Gavin Newsom, notamment. Oui, le gouverneur de Californie, mais apparemment, comme il est à la tête de la Californie, il est déjà détesté par une partie de l'Amérique, mais aussi, il y a des fractures aussi au sein du camp démocrate. C'est ça, c'est que si c'est Biden, c'est parce qu'on dit finalement que Biden est celui qui rassemble quelque part, je ne sais pas si c'est le plus petit dénominateur commun, mais en tout cas, c'est celui qui pouvait fédérer les démocrates. Donc, ça veut dire, à contrario, qu'il y a des fractures dans ce camp démocrate. Et puis, comme il a gagné les midterms, et que c'était d'ailleurs un peu inattendu, il est plutôt sorti renforcé à ce moment-là, et c'est un peu la coutume aux États-Unis, si on peut dire, c'est le vainqueur des midterms, il se représente automatiquement. Alors, comme l'a dit Patricia, je suis tout à fait d'accord, c'est que de lui-même, il aurait fallu trouver quelqu'un pour lui succéder, mais pour le remplacer. Mais aujourd'hui, ça va commencer à être très très tard. Ça veut dire que la convention qui va l'investir, elle est au mois d'août. Donc c'est une fenêtre de tir très très restreinte. Et apparemment, il n'y a aucun candidat de rechange qui émerge. La campagne va être extrêmement courte. Surtout, ça va de nouveau dominer, cette discussion va dominer les écrans pendant des semaines. Trump va pouvoir vivre sa vie jusqu'au prochain juge qui va lui en coller une. Mais en attendant, le camp démocrate... Et là, je pense que tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, il y a des telles divisions idéologiques. Je pense que vous avez raison tous les deux. C'est-à-dire, il y a une part d'hubris. Je suis le seul qui... Et d'ailleurs, je suis celui qui l'a battu, ce qui n'est pas si fréquent de battre un président sortant. Je suis celui qui l'a battu, je suis le seul qui peut, je suis. Et rassembleur, parce que les divisions... Et alors évidemment, dès que vous mettez sur la carte tous ceux qui peuvent prendre sa place, c'est très très compliqué. Les Californiens sont éliminés d'office parce que pratiquement inéligibles en dehors de la Californie. C'est les espèces de... C'est comme les Floridiens, ils sont impossibles d'être président si on est né en Floride. Enfin, je veux dire, c'est juste pour l'Amérique du centre. C'est des gens qui sont trop éloignés sur le plan des valeurs. Kamala Harris, dont on disait beaucoup de bien, elle est quand même... Elle n'est pas appréciée. Elle est quand même bien matraquée par son propre parti pour des tas de raisons qu'il faudrait aller comprendre. Donc, ils n'ont pas quelque chose d'évident. Et il reste 5-6 mois. Et le monsieur qui est là, lui, tout son problème, c'est d'éviter la prison avant le mois de novembre. Certains juges amis vont l'aider probablement. Reconnu coupable des 34 chefs d'accusation, on le rappelle, dans l'affaire Stormy Daniels, et donc la sentence va être rendue... Mais imaginez, on parle en France d'une crise de régime. Il ne faut pas exclure aux États-Unis une méga tempête de régime entre un ex-président condamné et convicted et allant droit vers la prison et un autre qui tient à peine debout dans la plus grande puissance du monde. Il peut faire campagne, je crois même, depuis la prison. Oui, aux États-Unis, c'est possible. Donc, enfin, on imagine... ça serait compliqué. On imagine le gag. Ouais. Alors, j'ai lu quelque part, parce que les réseaux sont aux États-Unis, c'est quand même assez intéressant, les seuls qui pourraient trouver une solution, c'est Barack Obama et Jill Biden qui pourraient à deux aller parler, s'asseoir pour définir une stratégie. Ce qui prouve d'ailleurs que Barack pèse encore beaucoup dans l'appareil du Parti démocrate, qu'il est ce rassembleur aussi qu'ils n'ont plus. Oui, mais il faut trouver quelqu'un pour remplacer Biden. Et on revient à la question de départ. Et du côté de Donald Trump, donc toujours autant de mensonges, mais ça ne posera pas de problème pour sa base électorale a priori. Ah, mais c'est incroyable. Il a énoncé quelques mensonges sur l'avortement. Il a incendié une nouvelle fois les migrants qui traversaient la frontière pour venir voler, tuer, prendre le travail. Il allait tellement vite dans ses déclarations que les fact-checkers sur le plateau ne pouvaient pas arriver à checker ses propos pour dire il se trompe, parce que CNN avait prévu de dire erreur, etc. Ils n'ont pas eu le temps. Et donc, on voit à quel point Trump était pratiquement sans audience en meeting. Et il les a sémés avec ses phrases habituelles. Il ne sort pas de son personnage parce que son personnage, pense-t-il, est gagnant. Laure, le regard des dessinateurs de presse. Oui, mais il faut simplement faire presque un portrait réaliste pour arriver à la caricature. On a ce premier dessin du dessinateur américain Clay Jones qui nous montre l'état du plateau de CNN hier soir. Voilà le topo. Donc 2 candidats, très reconnaissables. On le voit tout de suite. Chacun aura reconnu qui est qui. 2 journalistes, pas de public sur le plateau, micro
coupé aussi, il y avait ce dispositif pour éviter les débordements. Mais problème, ça bip, 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 bip dans le dessin, pas pour de vrai. Et je traduis, oups, on a éteint son micro, mais on a oublié son bracelet électronique. Et oui, un condamné à la Maison-Blanche, c'est quand même le grand problème. Et il lui a mis un petit drapeau de la Russie, on dirait. Oui, tant qu'à faire. Mal. Un deuxième dessin du dessinateur suisse Swen que je trouve aussi très, très cocasse, parce que quand on vient de parler de Barack Obama, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se souvient de l'élection d'Obama en 2008 sous le slogan « Vote for Change », on se dit que le temps a passé, ma foi, et qu'en 2024, il faudrait que le Parti démocrate change aussi, change aussi son candidat. Et là, vous voyez le pauvre Biden qui tourne le dos au public et qui fait de drôles de gestes. Bref, le temps passe pour tout le monde, malheureusement. On a ce dessin que je trouve fameux de notre cher dessinateur belge Kroll pour Le Soir. Heureusement qu'il est là, parce qu'avec son humour légendaire, lui, il a trouvé la solution. Vous serez mieux ici, monsieur Biden, on va s'occuper de vous, dit cette dame qui travaille dans une maison de retraite. Et puis de l'autre côté, vous serez mieux ici, monsieur Trump, on va s'occuper de vous en prison. J'ai gagné, bien sûr. Bref, c'est la solution. Voilà la solution, et c'est Kroll qui nous la montre. Et puis pour terminer, un dessin d'Emma Dajaj, grand dessinateur jordanien, qui rire pour ne pas pleurer, qui nous montre donc comment la démocratie américaine, c'est le naufrage du Titanic, avec oncle Sam au violon. Et voilà. Et si seulement c'était les seuls, j'ai envie de dire. Merci beaucoup Laure pour ces dessins. Et puis dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, l'actualité cette fois au Kenya et cette contestation contre le projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes qui a plongé le pays dans une violence meurtrière. Au moins 23 personnes sont mortes mardi dans la répression des manifestations selon des organisations de défense des droits de l'homme. Depuis, le président kényan a retiré ce projet de budget, mais la contestation, elle se poursuit. Nouveau tir de gaz lacrymogène encore hier contre plusieurs centaines de manifestants à Nairobi. On va écouter d'ailleurs quelques-uns de ces manifestants. Hier, le président a renoncé au projet de loi et l'a rejeté. Aujourd'hui, nous voulons qu'il démissionne parce qu'il n'a pas notre confiance. Nous sommes ici seulement pour faire entendre notre voix en tant que génération Z, en tant que Kenyans. Nous ne faisons qu'un. La police devrait donc cesser de nous tuer. Nous ne sommes que des manifestants pacifiques. Nous ne sommes pas armés. Des gens meurent et nous souffrons entre les mains de ce gouvernement. Ziad, avant de parler en détail de cette génération Z qui manifeste, tout d'abord la violence de la contestation, avec notamment le Parlement qui a été pris d'assaut, et la violence en retour de la répression, c'est inédit au Kenya. C'est inédit sous ce format-là. Il y a souvent eu des violences électorales ou post-électorales. Il y a même eu... Oui, et il y a même eu... William Ruto a même été inculpé devant la Cour pénale internationale sur des faits relatifs à des élections il y a 10 ans, je crois. Et bon, il a été relaxé. Mais donc, la culture politique kenyane n'est pas exempte de violence. Ce qui est très impressionnant, c'est la réaction d'une jeunesse qui sort, parce que la violence électorale, c'est un parti, un autre parti, les périmètres que j'appelle ethno-culturels, c'est-à-dire est-ce que vous êtes Kikuyu, est-ce que vous êtes est-ce que vous faites partie de l'élite du pays ou est-ce que vous êtes un prolétaire entre guillemets. Donc, tout ça a explosé parce que ceux qui se sont soulevés, c'est des gens jeunes qui sont hors parti probablement, même s'il y a eu des manipulateurs, et qui sont d'une génération Z avec le pouvoir digital entre leurs mains. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on l'a dit d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques jours, il y a aussi la formation de ces policiers, les décisions politiques qui envoient des militaires qui ne sont pas formés, et c'est un problème récurrent en Afrique, des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, quel que soit l'ordre qu'on veut maintenir. Mais on ne tire pas dans les gens, on ne tire pas dans la foule. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont attaqué le Parlement. J'ai donné comme référence... Donc, ce n'était pas l'intention, ça que vous voulez dire? Non, je pense qu'il y avait l'intention de mater cette rébellion, parce que d'abord, elle est anti-pouvoir, et puis surtout, elle se met à attaquer les lieux de pouvoir, la mairie, le Parlement, etc. Donc, il y a forcément un maintien de l'ordre. Mais ce que je rappelle souvent, c'est que, comparé avec les Gilets jaunes en France, où la violence était presque comparable à certains moments, et on a évité en France qu'il y ait des morts parce qu'on a, malgré tout, et malgré les bavures, on a des forces équipées
pour gérer ces mouvements. En Afrique, ça finit, il y a 23 morts. Et puis le dernier point, mais on en parlera juste après, c'est que cette situation illustre une situation qui va au-delà du Kenya, qui touche un peu ces économies en développement et en particulier les économies émergentes en Afrique, qui est la question de la dette et du financement de la dette et du développement. Excusez-moi le terme, la connerie qui a été faite au Kenya, c'est qu'il fallait élargir l'assiette fiscale, ça c'est sûr, pour générer des ressources pour l'État, pour que l'État puisse payer sa dette et se réendetter pour continuer son cycle de développement. Ce n'est pas un petit pays, c'est la 7e ou 8e puissance économique d'Afrique, c'est 120 milliards de PIB. Et donc, on va aller chercher des ressources à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On tape sur les gens les plus fragiles. C'est-à-dire, on aurait pu dire, on va voir avec les entreprises. Ce projet prévoyait notamment une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers dans un contexte où l'inflation est déjà... Mais le véhicule particulier, c'est la vie, pour ceux qui connaissent l'Afrique, qui ont voyagé, c'est la vie des gens pour se déplacer, pour faire du commerce, pour aller travailler. Vous tapez sur les secteurs les plus fragiles de la société et vous leur dites, c'est vous qui allez payer la facture. Alors, élargir la base, oui, mais pas de cette manière-là. Et dernier point, la colère est aussi très forte parce que Ruto s'est présenté comme le défenseur du peuple. Il vient lui-même d'un milieu très modeste. Je vous parlais des dynasties kenyanes. Il n'est pas du tout un enfant de la noblesse kenyane. C'est un petit gars, un hustler, il l'appelait, qui a réussi à monter, qui prouvait aux gens qu'un petit pouvait devenir quelqu'un riche, faire fortune et devenir chef de l'État. Donc les jeunes te disent, mais attends, tu nous il a oublié. Tu nous as trahis. Il avait été élu, justement, parlant de trahison, sur cette promesse de redistribuer les richesses. Et c'est pas du tout ce que vit aujourd'hui la population, et notamment cette génération Z. Oui, il a été élu effectivement, comme l'a bien dit Ziad, sur la promesse de soutenir et de faire sortir cette jeunesse de son chômage. Parce qu'il faut voir qu'il y a un taux de chômage qui est à peu près 12% en moyenne, enfin sûrement peut-être un peu plus officiellement, mais la jeunesse est à 70% qu'elle n'a pas d'emploi. Donc c'est une jeunesse qui est diplômée pour certains et qui ne trouve pas d'emploi. Et ce qu'il y a aussi aujourd'hui avec ce côté de ces manifestations qui sont hors ethnique, on n'aime pas beaucoup ce mot, mais prononçons-le pour une fois, où là, tous les jeunes se sont rassemblés parce que ça correspond à l'urbanisation galopante des villes africaines. C'est-à-dire que toute la jeunesse venue des campagnes, etc., s'agglomère dans les villes espérant soit s'éduquer, soit trouver du travail. Elles n'en trouvent pas. Et donc, forcément, elles se retournent contre quelques élites ou contre le pouvoir qui a accaparé les richesses. Et Ruto avait aussi dit qu'il voulait lutter contre, effectivement, la pauvreté, mais aussi contre la corruption. Et ça n'a pas été le cas. Donc, si vous voulez, dans ces cas-là, on a ce nouveau phénomène qui est lié, effectivement, aussi aux réseaux sociaux, mais qui est essentiellement un phénomène de jeunes. Alors, on avait vu les printemps arabes. On voit bien ce que les printemps arabes, qui étaient aussi un phénomène de jeunesse, a donné quand il y a eu une répression massive. Donc là, il faut voir, on parle de cette jeunesse africaine 2.0 qui est en train d'émerger, etc., qui s'agglutine dans les villes et qui est explosive et qui peut en vouloir au pouvoir en place qui n'est pas assez distributeur ou pas assez libéral au sens liberté. Mais une forte répression a toujours les capacités, on le voit aussi en Iran, pour faire la boucle avec l'Iran, de réduire complètement la liberté de manœuvre des jeunes. Donc il faut voir comment cette situation va évoluer au Kenya, voir comment... Parce qu'il n'y a pas de leader dans cette jeunesse. Enfin, il y a des manipulateurs, il y a des organisateurs par derrière, mais il n'y a pas de gens qui émergent. C'est vraiment un mouvement spontané. Et je vous dis, gardons en mémoire les printemps arabes sur lesquels on avait fondé beaucoup d'espoir, de démocratisation, et qui n'a pas conduit là où nos espoirs portaient la jeunesse. Et on a vu, Thomas, le retrait de ce projet de loi par William Ruto n'a pas suffi à apaiser la colère de la population. Cette contestation devient même beaucoup plus large et de toute façon, il ne peut pas agir seul. Si je comprends bien, cette loi devrait repasser au Parlement le cas échéant. Oui, en fait, c'est vrai que les jeunes qui se sont mobilisés considèrent que ça a été un subterfuge, en fait, le retrait de ce projet de loi et qu'il va revenir par la fenêtre d'une autre manière. Mais effectivement, je pense qu'ils vont rester mobilisés. Après, pour quel débouché politique? Effectivement, on a prononcé le mot de gilet jaune, on a bien vu qu'il n'y a pas eu de débouché politique. Mais ces jeunes sont très, très déterminés. Il y a une colère très forte. Comme l'a dit Ziad, c'est vrai, contre le président, les dépenses sanctuaires du président, des choses qui sont sorties. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui vit, qui respire. Il y a une presse, il y a les réseaux sociaux. On ne les a pas coupés alors qu'on peut les couper
y compris par exemple en Nouvelle-Calédonie. Mais là, visiblement, les gens pouvaient continuer à communiquer. Donc c'est un mouvement horizontal qui s'est organisé. Alors effectivement, il y a peut-être des gens derrière aussi qui le soutiennent, qui essaient de l'organiser, mais il est quand même assez spontané et il a obligé le gouvernement à reculer. Après, moi je dirais peut-être une dernière chose, c'est j'espère qu'on ne va pas refaire les erreurs des années 90, ça remonte un peu, mais ce qu'on a appelé en Afrique les politiques d'ajustement structurel, où il y avait une pression très forte de la part du FMI ou de la Banque mondiale. C'est vrai qu'il faut que cet État il se réforme et qu'il fasse des économies. Le FMI ne va pas prêter de l'argent comme ça à fond perdu, et en même temps ça ne peut pas reposer et être imputé aux plus démunis. Donc il va falloir trouver une solution, mais les marges de manœuvre sont quand même réduites. La nuance étant qu'on n'est plus tout à fait en 1980. Alors, c'est clair. C'est des pays qui ont accès au marché des capitaux aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, le Kenya peut s'endetter, chercher de l'argent sur le marché mondial en disant j'ai besoin d'1 milliard, etc. Comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, comme le Ghana. Nous, on fait ça de manière récurrente depuis très longtemps. Mais ça, c'est nouveau. Mais pour aller chercher de l'argent sur les marchés internationaux, il faut un blanc-seing du FMI. C'est là que le système est un petit peu smart. Donc il faut que la haute autorité mondiale dise oui, vous êtes clean, vous payez votre... Et puis surtout, vous réformez votre économie. Et souvent, encore une fois, en Afrique, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est quoi les économies? C'est souvent les subventions. Donc le pain, le pétrole, l'essence, toutes sortes de produits de première nécessité. L'administration. Sinon, les subventions aux produits de première nécessité, ça coûte très très cher dans les pays africains. Mais parce que, encore une fois, vous avez une population fragile. Et donc, si vous soutirez les subventions, vous prenez un risque social. Le pain, exemple. La mobilette et son essence, exemple. Ça paraît surréaliste, mais c'est... Encore une fois, vous n'avez pas affaire à un petit pays pauvre. Vous avez affaire à un pays émergent qui a une population tourisme, industrie. C'est la nouvelle Silicon Valley d'Afrique. Ils ont pris son niveau d'endettement que de 70% par rapport au PIB. La France, c'est 110. Hein. Oui, mais nous, la crédibilité fait qu'on peut réemprunter. Eux, on leur dit, comme vous êtes des petits-enfants, vous pouvez réemprunter, mais il faut que Papy FMI soit d'accord avec vous. Donc c'est là que ça se joue. Et c'est pour ça qu'en Afrique, il y a une demande de révision. Et Ruto était un des porteurs de ce discours, une demande de révision de l'architecture financière mondiale en disant, nous, on ne peut pas s'en sortir à ces conditions. Vous ne pouvez pas nous demander de lutter contre le changement climatique, de développer nos pays et de nous dire l'argent coûte tant, aussi cher et sans qu'il y ait une contribution plus massive. Donc voilà, c'est un débat dont on entendra encore longtemps parler. Et Laure, rapidement, les dessins sur ce dernier thème. Oui, je vais vous montrer 3 dessins. Un premier dessin du dessinateur Mehdi de Tanzanie, pays voisin, qui nous montre à quel point cette loi de finances ne pouvait pas passer. On voit même que, même au chausse-pied, comme c'est l'image qui convoque, qui est assez parlante, je trouve. Elle a la vertu de la simplicité. Un autre dessin du dessinateur d'Afrique du Sud, Brandan, sur justement la répression des manifestants qui a fait vraiment basculer le pays dans une crise violente. On parle quand même de 23 morts, c'est pas rien. Et on voit que le dessinateur est très féroce envers le président Ruto sur ce dessin. Citoyen du Kenya, mort ou taxe. C'est peut-être un petit peu sévère, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a vécu les événements cette semaine. Et puis pour terminer, un dessin du grand dessinateur kényan Gado qui montre quand même ce duel qui s'est aussi joué entre la rue qui, on vient de le dire, est menée par cette jeunesse hyper connectée de cette génération Z qui a quand même fait plier, le chef de l'État. Je trouve que terminer avec cette image, ça laisse à réfléchir. Merci beaucoup Laure et merci aux dessinateurs pour les dessins ce soir. Merci Thomas, merci Patricia, merci Ziad pour vos éclairages. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Cette émission est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Restez avec nous, on fait un point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.